Alors, on va étudier quelques cas pour bien voir des aspects. J'en prends quelques-uns. Blablacar, Stabilo Boss, Nivea, Chupa Chups, Nutella, Ford Mustang, Chanel 5, Nintendo, League of Legends. Je ne vais pas les développer complètement. On pourrait passer une journée sur chacun, tellement c'est des produits sophistiqués. Dans le cas de Blablacar, là, on prend un nouvel arrivant. Alors, lui, je dirais, c'est des gens qui viennent, des gens qui ont fait beaucoup de stops. On trouvait que c'était une belle façon de voyager, mais qu'il faut attendre pendant des plombes, et qu'avec les nouveaux outils, on pourrait peut-être... C'était un logiciel de stop organisé, hein, disait-il. 10 ans pour décoller. Enfin, d'ailleurs, le fondateur, il est venu, il a dit « Heureusement qu'il n'existait pas des choses comme Lean Startup, je serais mort. Hein, » c'est pas simpliste comme ça, donc il avait mis en garde des élèves. Eux, ils sont partis exactement de ça. C'est-à-dire simplifier la vie, préserver l'environnement, etc. Si vous regardez aujourd'hui Blablacar, il est le meilleur sur simplifier la vie. Ben oui, de chez vous à chez vous, avec pas de problème de bagages. Vous pouvez faire guère mieux. Préserver l'environnement, ben oui, ils sont à 3,5 par voiture au lieu d'être 1,5. Et donc 2 fois moins de carburant consommé, etc. Accessible, ben oui, c'est un tiers du prix du train. Et donc là, vous pouvez difficilement faire mieux. Hein, améliorer le rapport entre les individus, et au point qu'ils ont une assurance moins chère parce que les gens ont moins d'accidents quand ils font du covoiturage parce que c'est plus sympathique et ils discutent ensemble. Dépasser les V de mode et durer longtemps, on va voir, ils sont leaders dans maintenant 17 pays. En Russie, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ils ont 2 tiers du trafic, etc. C'est pas fait pour pas durer longtemps. Projeter dans le futur, j'ai laissé parce que pas dire que ça projette particulièrement dans le futur. Réenchanter mon quotidien, oui, les gens trouvent que c'est plus agréable de voyager comme ça. Donner plus de plaisir à faire une activité. Donc, vous voyez, simplifier la vie. Un des gros problèmes quand on voyage, c'est les bagages. Oh là, tu penses, tu en passes, ils prennent chez vous, ils ramènent chez vous, les bagages sont dans le coffre. L'accès est très simple avec une interface, donc c'est simplissime. Hein. Préserver l'environnement de la planète, ben oui, par Blablacar, 2,8 personnes contre 1,7 en moyenne. Un taux de 728 000 tonnes de CO2 économisées, émissions, congestion, embouteillage, machin, donc c'est pas difficile à vendre. Hein, comme l'aspect. Être accessible au plus grand nombre, ben ouais, 15 €, 22 €, 10 € sur l'île Touquet. Au début, ils se sont dit ça va marcher que sur les endroits où il n'y a pas le train. Par exemple, je ne sais pas trop, entre Vesoul et puis Dunkerque, vous voyez, un truc, il n'y a rien. Ben non, ça marche mieux encore là où il y a des trains, parce qu'il y a des trains où il y a du trafic déjà, et puis ça donne un benchmark immédiat. Vous dites c'est 45 € par le train, c'est 15 par Blablacar, donc les gens ils comprennent tout de suite, alors qu'entre Vesoul et le Touquet, ils n'ont aucune idée hein, de combien ça pourrait coûter. Maintenant, il y a des cars Macron qui viennent taper un petit peu en dessous. Hein. Donc voilà, être accessible au plus grand nombre, enchanter mon quotidien, oui. Vous voyez, par exemple, top 3 des marques considérées comme les plus bienveillantes par les Français, 1 Blablacar, 2 Europe Assistance, 3 Decathlon. Hein, c'est-à-dire qu'on considère que ça aide les gens. Hein, et les compagnies d'assurance ont fait des tarifs moins chers. Si vous faites... En plus, Vinci vous donne un passage d'autoroute gratuit et Total vous offre 20 litres d'essence. On peut y aller, ils ont réussi la Total. Et Direct Bank vous offre un compte avec déjà 200 balles. Hein, et covoiturage réunit fortement la mortalité routière. Donc la sécurité routière conseille le covoiturage, hein, puisque l'on a, vous voyez, le taux d'accident hein, par je ne sais plus combien de millions de personnes, hein, tape de... vous voyez, ça baisse par rapport à la moyenne générale. Donc, réenchanter le quotidien, donner plus plaisir à faire une activité. Ils font un sans faute sur pratiquement les éléments clés et très vite perçu par les gens. Ça coûte moins cher, c'est plus écolo, c'est machin, c'est plus simple. Radical, quoi. Dépasser l'effet de mode, durer longtemps, ben, c'est bien parti. Hein. Ça n'a cesse de monter. Hein. Communauté de 20 millions, ils sont déjà étendus dans beaucoup de pays. Et ça va continuer à s'élargir. Et gros atout, ça ne peut pas vraiment exister aux US, donc il n'y a pas de concurrent américain. Aux États-Unis, le covoiturage existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle est gérée par les associations, les écoles. Première réunion des parents d'élèves, qui amènera les enfants, quelle date, on répartit entre tout le monde. Les boîtes, pareil, donc il n'est pas question qu'il y ait un système payant, ça paraît paradoxal, mais l'économie du partage aux US est très développée, l'économie, comment dirais-je, d'association, et ça fait partie de leur boulot. Donc, mais pareil, la paroisse, les gens qui viennent à la messe, ils s'amènent qui passe prendre qui, parce que c'est très réparti aux US, donc peu de chances qu'il y ait un marchand qui se mette là-dedans, parce qu'il s'est considéré comme n'ayant pas un rôle. Donc du coup, c'est un gros atout de ne pas avoir de vrais Américains en face quand même. Hein, c'est pas américain comme approche. Hein, et donc du coup, ça s'étend partout. Donc vous voyez, dans ce cas-là, le travail qui a été fait était sur la réponse exceptionnelle aux attentes de la société.
Vous ne pouvez pas faire plus en rapport avec les attentes de la société d'aujourd'hui. Et Blablacar est parti en flèche. Alors en flèche, attendez, ils ont mis 12 ans à optimiser le projet. Hein. Ils voulaient se vendre à la SNCF. À un moment, ils pensaient que c'était terminé. Hein, et il y a une réunion mémorable, on se rappelle, je ne sais pas, il y a des gens de la SNCF là, non? Non, on en a dans le club, on en rappelait. Ils ont fait une réunion en disant il y a une boîte là, qui naît, je ne sais plus comment. Alors imaginez, SNCF, vous reportez il y a quelques années quand même. En disant il y a une réunion par rapport à une boîte, ils font quoi exactement? Du stop organisé, ouais, d'accord. Il s'appelle comment? Blablacar, ouais. Tu sais qu'on a une réunion TGV quand même de ce jour-là. Bon. Hein, donc il faudrait les voir parce que, je sais pas quoi, ils voudraient qu'on coopère et tout. Ils étaient prêts à se vendre, mais pour 20 millions. Maintenant, vous ne l'avez pas pour 1 milliard, quoi. Hein, en se disant, on pourrait s'entendre. Et tout le monde envoyait des sous-fifres. Ouais, c'est pas une boîte qui fait du stop organisé, le Blablacar. Enfin, maintenant, vous savez que c'est important, mais à cette époque-là, c'est pas le cas. Et donc, ils n'ont pas été pris au sérieux. La SNCF pouvait mettre la patte dessus à un moment, ça arrive assez souvent hein, dans l'innovation. Donc, vous voyez ici. Alors, autre cas, Stabilo Boss. Alors, il y en a, je ne sais pas, je vais en avoir un. Tout le monde en a. Est-ce qu'il y en a qui ont un Stabilo Boss sur eux? Non? Dans leur pack, là. Je ne sais pas si. Ah, je voulais en prendre un. T'en as un? Ah oui, mais ça, c'est pas un vrai. Non, mais c'est l'ancien, celui-là. Personne là, celui-là? Non? Je vais vous montrer parce que l'étanchéité du Stabilo Boss, c'est quelque chose. Oh, je vais le prendre là-dedans. Ah, zut. J'aurais voulu. Enfin, personne n'a celui-là, en version de... Ah si, vous l'avez. Ah, vous pouvez l'ouvrir et le fermer. Voilà, vous avez entendu le claque. Bon. C'est une étanchéité qu'on ne peut retrouver que sur un sous-marin, pour vous donner une idée. Hein, pour ce claque que vous entendez là. Stabilo Boss, alors je pourrais refaire l'histoire, c'est né dans une petite boîte qui s'appelle en fait Schwann allemande. Stabilo parce que c'est stable. Au début, ils avaient l'idée, le stable. En fait, les premiers feutres, si les anciens se rappellent, ils séchaient tout de suite. Ça durait vraiment très peu de temps, il n'y avait tout de suite plus rien dedans. On hésitait à acheter des feutres. Pour une raison simple, c'est que le solvant est extrêmement volatile. Alors encore plus pour la fluorescéine. Pour arriver à de la fluorescéine, il faut un solvant hyper volatile. Tout le monde a dit, bah, c'est gentil votre truc, mais ça va sécher tout de suite, ça ne pourra pas être stable. Et donc ils l'ont appelé Stabilo pour contrer cet aspect-là, notamment par cette étanchéité qui empêche qu'il serve à se ventiler. Boss, parce que c'était prévu pour les patrons. Qui pouvait avoir besoin d'un truc pareil? Donc ils l'ont appelé Boss, parce que c'est pour le boss. Nouveau paradigme, c'est-à-dire que l'idée est venue, en fait, parce que pas Bayer, un autre grand chimiste allemand, dit on a toujours ces trucs de fluorescéine qui sont intéressants, mais enfin, ça écrit pas, vous n'arrivez pas à lire, mais ça surligne. Ils avaient vu que, tiens, c'est marrant, ça mettait en valeur. Alors, c'est un marché qui n'a jamais existé. Ils ont essayé de faire une étude de marché, quel est le marché du surlignage. Ils nous disaient, c'est quoi exactement? Ça écrit pas, mais ça met un peu de couleur sur ce qui a été écrit. Putain, c'est vachement intéressant, votre truc. Ça coûte la peau du cul. Bon, donc, si vous voulez, ils y voyaient bien qu'il y avait quelque chose à faire avec cette encre fluo. Eux, ils fournissaient les écoles des produits très peu chers. Les dames des écoles et des maternelles, elles n'achètent pas un truc qui coûte la peau du cul. Donc, ils n'avaient pas le marché pour ça. Hein? Alors, le format, il a été créé par quelqu'un qui venait de rentrer chez eux, qui faisait de la mode. Donc, lui, il va faire, ça, c'est une nouvelle version, il va faire quelque chose qui ressemble à de la mode. Vous voyez, il fait une tombée d'épaule. En fait, lui, il fait de la mode, parce qu'il n'a jamais fait que de la mode, il ne va pas faire autre chose que ça. Et donc, il vous fait quelque chose qui vient du monde de la mode, qui a une forme rectangulaire, parce qu'il faut en fait avoir un angle d'attaque. Tous les crayons ont tous les sens de symétrie simultanément, parce qu'il doit pouvoir tourner dans la main. Là, il lui faut imposer un angle, parce qu'il va falloir surligner avec un biseau. Et donc, cette forme-là, qui est venue de quelqu'un de l'extérieur, c'est souvent le cas, vous la reconnaissez, mais même à 20 mètres. À 30 mètres, vous voyez que c'est un stabilo. Alors que normalement, un crayon, on ne le reconnaissait pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de brevet sur le stabilo. C'est juste un modèle déposé. Il y a eu 2 tentatives de copie. Modèle déposé, c'est bien meilleure protection qu'un brevet. Hein, c'est jugé par des designers qui vous disent, oui, quelqu'un s'est approché quand même. On a un grand trapèze jaune, puis un petit trapèze noir. C'est de la copie. Hein. Donc, forme unique venant en Europe, tête biseau plat, non Stabilo Boss qui revenait bien, pas de brevet, fermeture étanche, c'était le vrai grand problème. Et quand vous faites ça, même au fond de l'amphi, vous entendez le clic qui montre bien que vous avez passé une étanchéité. Là, il y a 3 brevets sur le système d'étanchéité. Hein, durée de vie très longue, anormalement longue pour un feutre. Ça dure très longtemps à cause de cette étanchéité. Hein, écologique, c'est un des tout premiers produits en plastique 100% dégradable.
Hein, le Stabilo Boss est un plastique dégradable, biodégradable, ludique. Alors il tourne dans la main, on peut jouer avec, tout le monde s'amuse à jouer avec. Alors marketing, vendre un truc pareil dont personne n'a besoin, qui est compliqué à faire en plus et tout. Ils se sont dit en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient vu un marché de la sécurité. Et c'est marrant parce qu'une fois il y avait eu un procès entre Le Pen et des gens qui avaient quitté le parti en emmenant des choses. Il a dit « Ah oui, mais je sais, ils avaient mis la liste des gens qui allaient partir, mais j'ai fait la photocopie, mais c'est du Stabilo. » Or, Stabilo, il ne passe pas la photocopie. Le Stabilo jaune original, vous faites une photo, il ne passe pas. Et donc on dit « Si, ils avaient listé, mais je ne peux pas vous le montrer. » Et c'est ce marché-là qu'ils avaient au début en disant « Tiens, on va avoir des choses qui sont mises en valeur, mais qui ne passent pas la photocopie. » Mais ça c'est pas suffisant. Puis ils se sont dit « C'est intéressant, ça met en valeur. » Et donc, le marché, ça serait pour des gens qui n'écrivent pas, mais qui disent « J'ai regardé ton mémo, j'ai souligné les 3 points enlevés, puis ces 2-là, tu me les rechanges. » Macron avec les gens qui écrivent ses discours. Bon. Ils se sont dit, ça peut être un truc de boss, ça. C'est le patron qui dit j'aime, j'aime pas. Et ils vont faire une pub qui a révolutionné le monde. Ils ont mis des grands patrons, enfin des patrons, le pape, le premier, comme le premier ministre allemand, l'entraîneur du Bayern et tout. Vous aviez dans les pubs, et vous voyez dos, on se doutait que c'était le pape, c'est pas vraiment le pape, mais enfin il est habillé comme un pape. Et surligné une encyclique. Vous voyez, qui mettait comme ça. Vous avez le mec du Bayern, il faisait bouger 3 joueurs, et puis le patron d'Daimler-Benz ou le Premier ministre qui recomposait un gouvernement. Et vous aviez la pub en noir et blanc avec juste le trait de Stabilo jaune, qui est paru dans la presse allemande, Bild Zeitung, qui a fait le tour du monde. Vous voyez ce trait jaune comme ça. Et si vous regardez les Échos, vous verrez, il y a des lignes de la finance qui sont surlignées en jaune. Les entreprises payent un peu plus cher pour être mises en valeur. Hein, vous mettez juste du jaune. Et alors, ils ont fait une publicité originale, ils ont envoyé 2000 boîtes avec 4 Stabilo à tous les dirigeants qui ont reçu ça, dans leur courrier, une boîte avec 4 petits bidules. Et alors, ils ne savaient pas que c'était un Stabilo, parce que ça n'existait pas avant. Ils ont ouvert, ça bougeait, c'était joli, ça allait bien dans la main. Et il y avait le guide en disant avec ça, vous le reteniez. Alors, ils ont commencé à dire tiens, j'ai vu ton truc. Et l'autre disait t'as vu, il m'a mis du jaune sur le machin, là, je sais pas, il y a un petit truc là. Donc, objet du pouvoir, ça a redescendu toute l'échelle sociale. Le sous-chef le voulait, le sous-directeur le voulait, donc ça a redescendu jusqu'au maternel, au point qu'il y a des gosses qui en ont 2 dans leur trousse. Et donc, c'est un produit révolutionnaire. Il s'en est vendu déjà plus de 2 milliards, hein, 1 par seconde, il s'en vend dans le monde. Il est rentré dans le dictionnaire 3 ans après. Alors là, c'est la protection absolue. Je suis dans le dictionnaire, on peut être tranquille. Stabilo, stabiloté. Les autres, ils feront des surligneurs, des stabilos, peuvent s'accrocher. Donc là, le produit culte des produits cultes, ça a multiplié par 20 le chiffre d'affaires de la boutique. Hein. C'est devenu le produit qui a fait le tour et qui n'a pas décroché. Donc là, on est dans quelque chose, je vous passe sur ça, mais il faudrait faire 25 facettes du produit qui ont été travaillées exceptionnellement avec une petite équipe, ils n'étaient que 8. Ils ont fait un boulot exceptionnel en ouvrant totalement un nouveau segment. Hein, alors vous voyez ici, c'est devenu un phénomène de mode. Il y a une Twingo Stabilo Boss, il y a des filles qui ont défilé dans les trucs Stabilo Boss. Hein. 71, c'est parti des modes Stabilo, ça flash à pleine gueule, bon, je passe. Donc produit culte exceptionnel, hein, qui est sorti, alors c'est pas sorti d'un grand, hein, c'est sorti de Schwann, c'est une petite boîte, oui. Juste une question. Oui. Tous ces aspects qui ont été travaillés par une petite équipe, ils ont été faits vraiment consciemment au départ, on a quand même une partie qui s'est retrouvée, finalement on l'a bien fait, mais c'était un peu... Alors ils ont vraiment, c'était le plus gros programme de recherche de Schwann pendant 5 ans. Hein. Mais à un moment donné, ils se sont dit qu'ils tenaient quelque chose. Au début, ils hésitaient parce que c'est venu de la proposition qui revenait régulièrement de, je sais pas, Bayer, c'est un des 2 autres chimistes allemands, c'est... Ah merde, c'est pas Bayer. Qui a dit, nous, on a toujours 7 ans, le fluo, c'est joli, ça flash. Alors, c'est l'époque en plus où le fluo a commencé à arriver, des dames mettaient des collants fluo, enfin, c'était immonde, quoi. Vous aviez des trucs, enfin, pour le sport, vous voyez, fluo, ça met plus de lumière que ça n'en reçoit, vous savez, c'est bon, c'est quelque chose qui bon, faut arriver à le mettre quelque part, quoi. Et donc, en disant, on devrait bien arriver à en faire quelque chose. Ils ont dit, mais nous, ça écrit pas, ce vélo, ça se voit pas assez, puis nous, les gosses, ils peuvent pas payer. Et donc, ils ont travaillé autour de ce produit en se disant, on devrait quand même en faire quelque chose, il doit y avoir des éléments. Ils sont arrivés petit à petit, puis assez rapidement, ils ont vu qu'ils étaient sur quelque chose il fallait casser tous les codes, notamment de la pub, parce qu'ils avaient très peu de moyens de faire de la pub. Or, leur pub, le fait d'envoyer à des gens que ça a redescendu l'échelle sociale, et leur pub noir et blanc, je ne voulais pas amener, parce qu'on peut faire une demi-journée sur le Stabilo, si vous voulez, ça a frappé l'imaginaire, et le produit est très bien installé. Vous avez un produit équivalent qui est sorti en fluo pratiquement au même moment, qui est le post-it.
hein, qui est de nature pareille. Post-it, les gens croient que c'était fait en vitesse, quelqu'un attachait ces trucs de musique. Mon œil, oui, c'était un des plus gros programmes d'R&D de 3e. Hein. On a reçu 2 fois le patron de la recherche de 3e. Il a dit, attendez, ça a été 3 ans de recherche. On n'a pas arrêté de travailler dessus, parce qu'il y a une colle qui se décolle comme ça aussi longtemps, ça n'existe pas, pour X raisons. Il ne faut pas que ça abîme le support. Enfin, je passe. C'était plus compliqué. Mais c'est pour vous montrer, là, on est sur un produit apparemment simple, hein. Et là, on est à une 50aine d'innovations majeures, pas de brevet. Pas de brevet. Il y a une tentative de copie venue du Japon, puis une autre d'Argentine. Elle a été arrêtée assez vite. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, prenez Michelin. Michelin, ses pneus, généralement, maintenant, il fait un modèle déposé, plutôt qu'un brevet. Brevet, c'est très long. Modèle déposé, vous avez le modèle, il est déposé, quelqu'un le copie, il s'approche, par exemple, mettez les 2C de Chanel. Quelqu'un, il va jouer un peu sur le truc, il fait 2G avec un petit bout du G, mais de loin, on croit que c'est 2C. C'est des artistes, designers, gens d'école d'art qui vont vous dire non, il y a copie évidemment, puisqu'il y a confusion. Paf, c'est réglé, mais alors. Et ça ne vous coûte rien. Vous déposez le modèle, dont les gens de la mode à Paris, mais maintenant en industrie, déposent tous les soirs leur modèle. En France, ça ne coûte rien. Il suffit qu'il y ait la date, le dépôt, machin et tout. Je ne dis pas qu'il faut faire que du dépôt de modèle, mais pour ça, c'est le dépôt de modèle qu'il fallait faire. C'est tellement révolutionnaire comme forme, jamais on a vu un crayon comme ça. Forcément, c'est une robe. Bon, donc, qui déboule dans le crayon. Donc, lui, il cherchait le tombé d'épaule, il cherchait à retrouver du boulot dans la mode, hein, parce qu'une boîte avait fermé à côté. Donc, pour vous dire, Nivea Crème, je ne vais pas développer trop. C'est le produit pour la peau le plus vendu dans le monde aujourd'hui, créé en 1925, 100 millions d'exemplaires chaque année. Hein, crème hydratante, donc le point, c'est une avancée. Alors, très souvent, on trouve une grande avancée technologique. Par exemple, la fluorescéine qu'on pouvait mettre stabilisée, c'est un grand avancé d'un grand chimiste allemand. Là, c'est pareil, vous avez des gens, c'est un chimiste, même par exemple le Danone de base, le yaourt, c'est un prix Nobel qu'a fait ce fichu yaourt stable qui a été fait par Danone quand même. Isaac, chimiste, inventeur d'un émulsifiant, breveté en 1902, un autre docteur, propriétaire de laboratoire Bayerdorf, qui fait, professeur Gerson, dermatologue, donc 3 grands scientifiques qui vous sortent une crème, ingrédient qui permet de stabiliser un mélange d'eau et d'huile. Hein. Ils mettent la première crème dite hydratante, nourrit la peau, immaculée, tout blanc, hein, latin nivis, blanc comme neige, hein, Nivea. Hein, vous voyez la première boîte et la petite boîte bleue maintenant, qui a évolué, c'est devenu un symbole, tout le monde connaît cette petite boîte bleue ronde, hein, qui traite tout, les vieux, les jeunes, les peaux des bébés, les peaux des vieux, pour être dehors, pour si vous avez des rides, enfin, c'est le produit hydratant, donc c'est basique. Hein, la peau demande Nivea, vous voyez, contre la pluie, contre le soleil, contre la neige, contre le vent, contre la chaleur, contre le froid. Donc vous savez, le produit, quand on dit, lui, il est universel, il plaît à tout le monde, on peut difficilement faire plus. C'est pas que ça fait tellement de bien, mais ça peut pas faire de mal. Donc, à défaut, le gosse, il a eu un truc, on lui met un peu de Nivea, vous avez effet placebo plus hydratant réel, égal. La formule a pratiquement pas changé. Un peu de glycérine et de panthénol, je passe, on ne va pas rentrer dans la chimie, très bien toléré par la peau, pas de conservateur, ça empêche la prolifération des bactéries, donc il y a un côté antibiotique qui est très bien vu, ce qui fait qu'il soigne aussi les bobos, ou s'il n'y a pas de bobos, c'est bien aussi, donc voilà. Les gouttelettes d'eau emprisonnées dans la phase huileuse, hein, techniquement c'est assez élaboré, parfum inimitable en plus, là c'est un secret de famille, effluves de bergamote, orange, rose, lilas, muguet, parce qu'avec les spectromètres de masse maintenant on arrive à savoir ce qu'il y a dedans, mais on n'a pas les dosages, mais on peut savoir tous les composants de n'importe quoi. Hein, crème pour tous et pour tout. Alors là, innovation totale, pour tous, partout. Les Chinois, les Belges, tout ce que vous voulez, les marins, les enfants, les bébés, les pots de fesses de bébés, tout ce que vous voulez, ils passent à la crème Nivea. Hein, produit à tout faire, crème de jour, de nuit, réparateur pour les mains, les pieds, hydratant, capillaire, cataplasme, après soleil, bouclier contre la pluie, la neige, le vent, le froid. Après rasage, démaquillant pour les yeux, tous les âges, bébés, enfants, adultes, personnes âgées, tous les pays. Hein, tous les besoins, faible prix. Alors là, vous avez le produit culte qui a balayé tout sur son passage. Alors, sachez, moi j'ai travaillé pour L'Oréal, etc., ces grands groupes-là, en formation. Tout le monde essaie de refaire un produit culte, en se disant, Bayerdorf, est-ce qu'on pourrait refaire le coup de la Nivea et donc, on demande que les équipes refassent le coup de la Nivea, d'une certaine façon, de voir si les conditions sont réunies pour placer quelque chose. Là, je vais arriver sur un produit, volontairement, j'ai pris un des produits les plus simples qui est, pour voir jusqu'où va la logique du produit culte. Le produit culte, on ne se satisfait que de l'excellence dans chaque élément. Là, vous avez ce monsieur que vous voyez à droite, qui est un petit confiseur dans les Asturies, c'est en Espagne. Il fait, je ne sais plus quoi, 12 tonnes par an de bonbons, des bonbons comme ça.
savez, c'est tous les mêmes, et vous mettez du colorant rouge, vert, avec un parfum de synthèse, hein, c'est le bis, et c'est vendu dans des bocaux. Hein, bon, tout le monde est chez les bonbons. Donc ça merde, ça va pas bien, la société se plante mal, et lui décide, je sais pas, j'ai pas su le pourquoi il a fait ça, hein, de se lancer dans l'innovation totale. Il va dire, moi je sais plus quoi, 120 bonbons, des ronds, des carrés, je voudrais en faire un qui soit génial. Il se lance dans 2 années de recherche-développement, 56 à 57, R&D pour faire quoi? Une sucette. Dites, attends, 2 années de R&D pour faire une sucette. Hein, faut quand même le faire. Alors, ses actionnaires le quittent, c'était des gens du coin, on dit maintenant il est tombé à côté de la truc, donc on le laisse tomber, donc il récupère sa boutique. Et lui, il va se dire, je vais essayer de faire le bonbon idéal. Alors il dit, c'est une sucette, les gosses aiment bien lécher, alors quelle est la taille idéale? 7 cm des doigts, 12 grammes version autre ou 6 autres, il faut que ça ait un côté crémeux, agréable. Il va mettre 1 an et demi à trouver le bon caramel, le bon lait, le dosage idéal, le côté un petit peu de mettre du crémeux pour que ce soit dur comme du caramel, pour que ce soit le caramel idéal. Alors, il se vendra en 2006, on ne sait pas combien il s'est vendu, mais de près d'1 milliard quand même. Hein, quand le patron de Danone a quitté Danone pour venir patron de Choupa Choups, c'était une promotion, il faut quand même savoir, donc, pour info. Donc il est acheté en 2006 par une multinationale. Depuis, il n'y a plus de chiffres disponibles parce que c'est interne à un grand groupe plus large. En 2015, c'est associé à la marque Pantone qui fait toutes les couleurs, vous savez, dans les choses, pour lancer une collection capsule, etc. Aujourd'hui, il est dans 160 pays, 300 000 points de vente en Espagne, mais en moyenne, il y a toujours plus de 100 000 points de vente partout. Vous prenez de l'essence, vous verrez, il y a le truc avec les Choupa Choups partout, sur le comptoir, partout. Donc en 2016, hein, c'était 3,5 milliards de sucettes vendues dans le monde, 127 variétés. Il y en a que 127, parce qu'un lancement, c'est 2 ans pour faire une nouvelle sucette quand même. Sachez, ils ont gardé cette approche d'excellence. 2000 employés. Au moment de la session, il faisait un demi-milliard de chiffre d'affaires. Session, c'était en 2006. On estime qu'aujourd'hui, il fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires en estimation. Alors ici, vous voyez, vous dites, mais là, vous imaginez, vous êtes chez un fabricant de bonbons, vous dites, ben voilà, moi je vais prendre comme exemple la sucette. La sucette, généralement, le bout de bois est de travers, il y a des bulles dedans. Enfin, qui va investir sur une sucette? C'est un bonbon qui ne vaut rien. Et donc, généralement, ceux qui fabriquaient des sucettes, ils arrosaient les 50 km autour. Et puis à l'autre, c'était quelqu'un, on ne va pas transporter des sucettes à travers la terre. C'est un produit qui n'a pas de valeur particulière. Et donc, on le fait emballé, pointu, puis il y a des spécialistes, une ville spécialiste du truc du coin. Alors, Choupa Choups, eux, il va partir dans une excellence sans précédent dans le domaine de la confiserie. Hein, au début, il n'y a que 7 parfums. D'ailleurs, vous voyez, le caramel n'est pas encore là, c'est le plus simple à faire du caramel, c'est con comme la lune, tu prends du sucre, tu le fais cuire et puis tu arrêtes quand c'est du caramel, mais lui, ça ne le satisfait pas. Donc il a d'abord eu du cola, de l'orange, du citron, de vanille, fraise, chocolat, vanille, fraise, lait. Alors vous voyez ici le produit lui-même, hein, avec toutes ces facettes, mais il y a des points, je ne peux même pas les montrer, parce qu'ils ont dit, non, ça, il ne faut pas montrer, parce que c'est concret, et lancer un nouveau. Alors oui, il va tellement loin qu'il dit, le logo, je veux le meilleur logo, il va demander à qui? Au meilleur artiste espagnol du moment, Salvador Dali, qui dessine le Choupa Choups. Hein, pour vous dire, c'est-à-dire aller à l'excellence, quel que soit le cas. Bon, Salvador Dali n'a fait que 3 packaging, un pour un chocolat, autre. Il a trouvé donc lancer cette chose-là, équilibrée. C'est le premier dessin de Dali, et après il le recadrera. C'est au moment où l'entreprise commence à voir. Alors, Choupa Choups, ça veut dire qu'il lèche. Hein. Bon, parce que on lèche. Aller jusque mettre Salvador Dali dans la boucle, à mettre les meilleurs fournisseurs de lait, de sucre canne qui soit bien voulu et tout, il arrive à une perfection. Donc en France, par exemple, 2015, on n'a pas les chiffres 2016, 235 millions de Choupa Choups vendus, 78% de part de marché. Sur le segment des sucettes, 94% de taux de notoriété, hein, pour un produit qui est sorti début en 58, hein, pour vous donner une idée. C'est-à-dire le produit culte, s'il est bien fait, il va rester. C'est comme la Tour Eiffel ou Chanel 5. La marque la plus diffusée en point de vente, 235 millions de sont vendus, hein, segment 7% de croissance en 2015, on reste sur des forts taux de croissance, hein, plusieurs actions, leviers d'action, innovation, produits réguliers, parfums, formats, toujours avec une recherche-développement au-delà du raisonnable pour une entreprise. Ils sont devenus le bonbon le plus vendu devant M&M's, hein, en valeur, pour vous dire, donc le bonbon le plus vendu du monde à partir d'une merde initiale qui est une sucette.
Enfin, mère initiale, je m'entends. Personne n'aurait été là-dessus. Hein, 2 innovations ont vu le jour en 2015, Choupa Choups Mini Menthe pour les adultes, Choupa Glow Dark pour les plus jeunes. Ils en ont pour qui en même temps entretient les dents, il n'a pas de sucre, enfin, etc. Présence multicanale, GSM, réseau multiple, tabac, presse, boulangerie, magasin de jouets, station-service, partout vous avez le distributeur Choupa Choups. Théâtralisation massive en magasin à l'occasion des temps forts, Halloween, Carnaval, etc. Hein, des fêtes pour donner plus de visibilité. Donc là, ça vous montre que même sur un produit simple, pour nous, en innovation, il n'y a pas de produit simple. Ça ne veut rien. C'est beaucoup plus difficile d'innover sur un produit simple que sur un produit compliqué. Vous allez dire, je vais faire une fusée plus puissante, faire un nouveau crayon qui se vende comme Bic, plusieurs milliards. Chaque mois, c'est extrêmement difficile d'arriver à déboulonner quelque chose qui a été aussi bien fait. Et donc, si on a gardé ça en tête, de dire Choupa Choups, puis aller jusqu'à vouloir le meilleur artiste, puisqu'ils étaient espagnols, ils ont mis 10 ans à conquérir l'Espagne, 10 ans à conquérir l'Europe, 10 ans à conquérir les États-Unis, puis les 10 années suivantes à conquérir le monde entier. C'est le bonbon le plus vendu en Chine maintenant. Hein, donc voilà. Et donc voilà, ça c'est... Quand vous êtes dans une boîte, si vous dites vous pourriez nous faire le coup du Choupa Choups, Danone vous ouvre les bras hein, en disant son... Nutella, c'est un peu de même tonneau. Alors Nutella, les autres et Nutella, on teste, on aveugle, il n'y a pas photo. Le fondateur a toujours été exigeant. Noisette, il n'y a qu'une seule variété de noisette qui a plus de 15 mm de large qui vient d'une zone de Turquie, donc, qui a du mal à suivre parce qu'on veut une noisette excitante. Les frais normands, tous les autres pâtes sont faites avec du lactose. Non, il veut garder la filière lait frais, ce qui est une aberration parce que c'est très lourd, il faut vérifier. Ça vient de toutes les... Et donc la plus grosse usine est en Normandie pour être proche du lait frais. Donc pourquoi rester sur quelque chose que d'autres diraient c'est une autre époque, on ne fait pas un produit industriel avec du lait frais. Enfin, c'est pas... Hein, cacao de Côte d'Ivoire, hein, comme Côte d'Or, la marque belge, hein, et du Ghana, grillage maison à haute température et refroidissement lent. Hein, déjà la cuisson est lente, c'est des lots réduits, ça se fait par quelques centaines de kilos au lieu de tonnes alors que c'est un des produits les plus vendus dans le monde, et on refroidit lentement, ce qui fait que ça prend des places gigantesques. Le refroidissement lent évite qu'il y ait séparation entre les produits gras et autres. Vous savez, quand vous avez un pot de moutarde ou de pâte qui n'est pas celle-ci, assez vite, vous verrez du liquide se remettre dans le pot parce qu'il y a séparation. Alors, le refroidissement, tout le monde essaie de faire du refroidissement accéléré, et eux, ils font du refroidissement ralenti. Alors, vous avez des hauts gigantesques où ça refroidit lentement. Oui, alors tout de suite, les gens de la production disent ça va coûter bonbon, je vous le dis tout de suite. C'est vrai, ça coûte bonbon. Huile de palme sélectionnée, son développement durable, c'est l'erreur qu'a fait Ségolène Royal en les attaquant là-dessus. Hein, c'est les seuls développements durables acceptés au niveau de l'huile de palme. Vanille naturelle d'Inde et de Chine, tout le monde fait de la vanilline. Donc eux, ils ont été chercher la vanille naturelle. La vanille naturelle, faut l'instant, c'est à la main, enfin je vous passe. Hein, température de process optimisée tout le long, en contradiction avec la rapidité, hein, je dis refroidissement très long, retardé, contrôlé. Les sacs doivent être en sisal avec des mailles larges pour qu'ils soient ventilés, pas qu'il y ait d'effet de fermentation dans les sacs. Et donc c'est des sacs, des containers pareils, contrôlés. Coût 25 à 35% plus élevé que ses concurrents. Prix 30 à 40% plus élevé que ses concurrents. Marge moins de 5%. Je dirais c'est presque le principal atout de Nutella, c'est qu'il fait des volumes gigantesques avec des marges qu'aucune entreprise en bourse ne peut accepter. Alors si vous l'attaquez Nutella de front, j'en ai parlé de Carrefour, il dit ça on peut pas. Déjà on fait une bonne marche sur Nutella, donc pas pour en se tirer une balle dans le pied. Et puis arriver, eux, quand ils font 200 000 tonnes, imaginez, nous si on marque distributeur on fait 20 000, et ils font 5% de marge, qui sont les meilleurs, nous, c'est pas intéressant. Quand quelqu'un fait aussi bien son boulot, on l'attaque pas. Donc j'ai un produit bas de gamme, ils ne visent pas contre eux. Hein, test conso chez Nutella, bon c'est une blague, hein. Voilà. Hein, ici, et c'est devenu le produit culte. À la fin, vous voyez, vous faites du sport en tartine de Nutella. Alors, au point que, moi, j'avais travaillé avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, celui qui voulait dégraisser le mammouth, vous voyez, et il voulait savoir où étaient les étudiants français partis aux US. On a 45 000 diplômés de l'enseignement supérieur aux États-Unis. Et en fait, ils ont trouvé l'indicateur Nutella pour savoir où étaient les Français, les Allemands et les Italiens. Parce que c'est un produit dont le marché est essentiellement français, italien, autres. Ils ont été élevés au Nutella. Maintenant, ils sont grands, mais ils ont été élevés au Nutella. Alors que les Américains, c'est à la crème beurre de cacahuète. Et donc, le taux de Nutella vous donne immédiatement le taux d'Européen sur la zone. Parce qu'aux États-Unis, qui est un pays d'émigration, vous allez dans le magasin, vous demandez du Nutella, le type il dit « je n'ai jamais entendu parler de ça, je suis désolé ». Deuxième fois que vous demandez une note, quand même, sur un papier,
Troisième fois, il s'est renseigné. Et quatrième fois, il a du Nutella. Ça, c'est parce qu'il a l'habitude. Il y a des gens qui viennent du monde entier, donc il veut un produit, c'est pas grave, il trouvera. Et donc là, par le taux de Nutella, et ça marche très bien. L'indicateur Nutella vous donne exactement la position d'où sont les gens. Voilà. Et alors, vous voyez, je donne quelques chiffres. L'usine de Villiers-Écaille, près de Rouen, premier lieu de production au monde, 75 000 tonnes, marque alimentaire préférée des Français. Hein, troisième rang au niveau des ventes, derrière l'Italie et l'Allemagne. Hein, Ferrero. Le chiffre d'affaires Nutella, environ 1 milliard d'euros. Résultat net 50 millions, 5% du CA. Et le Bertrand dit ça doit être un impératif, on doit rester raisonnable. Du coup, il met la barre très haut pour son. En France, 100 millions de pots sont consommés chaque année, 4 milliards de tartines, 1 kilo de Nutella par Français et par an. Et là, alors, on ne s'attaque pas impunément à un produit culte. Ségolène Royal, un jour, a dit il faut taxer le Nutella. Vous vous rappelez, non au moment de l'Expo universelle de Milan, hein, où Nutella avait des stands. Après la demande de boycott de Ségolène Royal, elle a dit ils utilisent du truc de palme, c'est trop gras et tout. C'était mal renseigné. C'est un produit extrêmement sophistiqué et il a un effet de satiété rapide. Donc les gens, c'est pas comme une plaque, ils en mangent un peu et ça s'arrête. Hein, alors l'épouse du chef du gouvernement italien, Agnese Rezzi, apporte son soutien à Ferrero en commandant ostensiblement une crêpe au Nutella avec sa fille à l'exposition universelle de Milan devant tous les journalistes et en disant soit vous attaquez le Nutella, on rompt les relations diplomatiques, soit vous arrêtez, vous me la laissez, hein, et s'arrêter. Ségolène Royal s'est excusée d'avoir attaqué l'Italie à travers son produit culte en disant effectivement je ne savais pas qu'il était développement durable et tout le bardard. Mais elle était partie comme ça dans un truc en disant il y a des produits Nutella, par exemple. Donc, produit culte, attention, hein, on n'attaque pas comme ça impunément, hein, pour vous dire. Alors, voiture culte, il y en a eu plein. Je vais prendre juste un cas qui n'est pas français, qui marque une époque. Alors, c'est important parce que voiture culte, vu les volumes, la plus grosse industrie, hein, c'est l'automobile. Encore aujourd'hui, c'est autant que tous les autres biens d'investissement d'une famille. On est passé par un maximum dans les années 60 où l'auto, c'était 18% des dépenses d'un ménage. Aujourd'hui, on tourne autour de 10%. Des gens louent plus facilement. À Paris, moitié des gens n'ont pas de voiture, par exemple. Mais enfin, ça reste autant que tous les produits d'investissement que vous avez dans la maison. L'ordinateur, le frigo, la télé, tous ces trucs-là, c'est moins d'1%. L'auto, c'est un très gros morceau. C'est une énorme industrie. Et donc, avoir une voiture culte, ça vaut la peine. Alors, à l'exposition universelle de New York, 64-65, elle est à cheval sur les 2 années, 6 mois, il y avait volonté de créer alors, le thème, vous voyez, l'achievement humain dans un monde qui se rétrécit, dans un univers qui s'étend. C'est le début de la conquête de l'espace, univers pas très grand. On est au début de la globalisation, exposition universelle. Et alors a été conçu pour cela par Ford, l'automobile du futur, la Ford Mustang. Hein, alors hyper innovante sur tous les aspects, voiture branchée, couple, vous voyez, c'est un coupé avec un moteur 2 temps qui encore maintenant est assez exceptionnel. Alors ici, jamais on a autant designé pour vous, je ne vais pas vous faire le détail, mais on est dans un produit genre Nutella ou Choupa Choups. Tout élément a été travaillé pour essayer d'avoir la voiture optimale. Alors c'est le plein mythe des années 60 aux États-Unis, l'expansion, ici, là, les gens font du sport, enfin, etc. Alors Mustang, ça vient de l'avion Mustang, hein, qui était célèbre chasseur de la Seconde Guerre mondiale, donc une ligne un petit peu racée, et puis c'est un cheval célèbre qui court vite, donc c'est un véhicule qui est cadré très high-tech, hein, si vous voulez. Hein, voilà, classique Mustang. Plus d'1 million d'Américains sont dans l'option Mustang, sans option. Enfin, la voiture qui a été la plus vendue, mais on va voir comment le retour qui a été fait. Hein. Alors, voiture très féminine, les femmes ont adoré la Mustang. Hein. Alors, voilà, souvent, ça a été présenté comme la voiture de la liberté pour les jeunes femmes, pour les trucs aussi. Alors ici, le Total Look, hein, pour être cheerleader, vous achetez une tenue qui correspond à votre voiture, ça se fait plus trop maintenant. Un Total Look voiture, chose, faut le faire, mais enfin, c'est typique américain. On a le permis de conduire à 16 ans aux États-Unis, donc les ados jouent un rôle clé dans le succès d'un véhicule. Il y a eu la fameuse voiture, la Mustang rose, dont tous les profits ont été donnés contre le cancer du sein. Hein, et puis tout un tas de modèles. Vous voyez ici, vous avez le président dans cette fameuse Mustang rose dont Ford s'engage à ce que toute la marge soit donnée pour la lutte contre le cancer du sein. Alors en France, c'est Sheila qui était l'égérie pour la Mustang, hein, qui était au lancement de la Mustang et qui était le symbole. Hein, Sheila, elle est moderne, jamais elle n'était aussi heureuse qu'au volant de sa nouvelle Mustang dernier modèle. Donc on pourrait dire, mais tout ça date, oui, mais... Donc début 64-65, 2015, donc 50 ans de Mustang, qui reste alors la voiture
toujours la plus vendue en sport aux États-Unis. Hein. Et 2015, ils décident de renouveler totalement le produit culte Mustang. Alors, on ne va pas faire chaque ligne. Vous avez les meilleurs fournisseurs du monde. Vous avez Bosch, des Japonais, d'autres. On a dit c'est quand même le grand mythe de la voiture américaine. Hein, et donc, on va faire une Mustang New Age, qui soit totalement Mustang et totalement de son époque. Alors, je vous montre ici la vente de la Mustang sur le long terme. Ici, vous avez la pointe de départ, c'est l'exposition universelle. Donc, c'est présenté dans le monde entier comme étant la voiture. Et puis après, ben, ça se vend avec des fluctuations des modèles aux alentours de 150 000 véhicules. Et on passe par un creux en 2009, hein, et en disant, voilà, c'était peu. Puis ça repartait un peu en 2015, donc les 50 ans, ils décident de relancer la Mustang. Hein, et 2016, 150 000. La Ford Mustang devient la voiture de sport la plus vendue sur la planète en 2016. Et donc là, vous avez typiquement le produit culte qui a une image exceptionnelle et qui retourne. C'est avril 2017-25, hein, c'est-à-dire il y a 15 jours. Hein, donc et donc à la fois aux US et sur le monde entier, Mustang revient comme étant le véhicule le plus vendu. Et 2017, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Donc sachez que pour beaucoup de grands groupes où vous êtes, quand on a réussi quelque chose de culte, on s'interroge à savoir sur cette formule du bonheur ou du succès, est-ce qu'on ne pourrait pas la repositionner? C'est une demande forte des groupes, parce que quand vous avez des choses comme ça qui vont faire un tel volume dans les autres, il ne faut pas laisser mourir. Vous voyez ici, le point bas, l'année de plus de ventes est là. Il faut savoir que quand ils l'ont lancé, il y avait la Corvette américaine, qui était la voiture de sport plus connue. Enfin, il y avait 5 concurrents. Aujourd'hui, il y a 250 voitures de sport dans le monde. Revenir au numéro 1 en étant cela, c'est quelque chose de phénoménal. Hein. Donc je vous le montre pour là. Chanel 5, on va retrouver un peu la même logique, si vous voulez. Continuité, renouveau d'un parfum de légende. Donc Chanel 5, je ne vais pas vous faire l'histoire, ça remonte longtemps. Coco Chanel rentre, elle faisait de la mode, elle veut rentrer sur quelque chose qu'on a sur soi, mais qui n'est pas du vêtement. Donc elle va être la toute première à lancer un parfum. Tout le monde se fout de sa gueule parce que le parfum, c'était une affaire de spécialistes. Il y avait Guerlain qui faisait du parfum depuis très longtemps. C'est de l'extrait de plantes, c'est de la chimie. Il faut un diplôme de vinaigrier pour être... je ne sais pas si vous avez lu Le Parfum, vous voyez un petit peu ce que c'est. Et elle dit qu'elle est partie d'une lecture d'un journal où quelqu'un qui avait volé un musée elle avait une maison sur la Côte d'Azur, il avait été reconnu par un gardien de nuit aveugle qui s'occupait du standard parce qu'il avait reconnu son odeur. Il avait senti le type passer, il a dit oui, je suis sûr que c'est lui qui l'a vu parce qu'il a une odeur très caractéristique. Et donc ça l'avait frappé, il y a quelque chose qui est aussi fort que l'identité, c'est l'odeur, c'est le parfum. Et elle dit tiens, les parfums, c'est un peu ringard parce que les parfums, il y avait les parfums à la violette, il y avait les parfums au muguet, on copiait des fleurs, c'est tout, de la rose, mais il n'y avait pas de parfum composé, on n'avait pas de composition. De la même façon qu'il y a des jolis bruits dans la nature, le bruit des sources, le bruit de ce que vous voulez, mais il n'y a pas la symphonie numéro 5. Elle n'est pas naturelle. Et donc, ça va être le premier aldéhyde. On lance un parfum qui n'existe pas. Elle dit, je ne veux pas un parfum qui sente la rose ou qui sente le muguet, je veux un parfum qui soit un parfum conçu pour les femmes. Donc, Chanel 5 va naître, elle choisira entre des parfums, je ne suis pas sûr cela. Et c'est un succès de longue date. Il avait été voulu très cher pour bloquer la concurrence, avec des composants qui ne se trouvaient pas facilement, étaient en saturation. Depuis 1921, si vous voulez, il y a le parfum ayant démarré très fort, il y a un principe, c'est que l'actrice la plus connue dans le monde devient égérie de Chanel 5. Alors, vous avez eu Marilyn Monroe, vous avez eu, comment elle s'appelle, non m'échappe, Catherine Deneuve, vous avez l'Australienne, là, comment elle s'appelle, celle à droite, là, Nicole Kidman, enfin, etc. Toujours, si vous voulez, c'est plus que symbolique, puisque une actrice, on sait qu'elle est la meilleure si elle devient Chanel 5. C'est un doublon. À ce moment-là, dans les revues de mode, on dit la nouvelle égérie Chanel 5, donc c'est l'actrice, donc elle sera mieux payée, donc c'est un accord. Comme c'est le premier, le plus cher, le plus performant, le plus tout ce que vous voulez, et c'est vrai que c'est un parfum exceptionnel dans sa composition, on a cette liaison avec une femme arrivée à maturité. Le problème que l'on a constaté il y a 15 ans, alors là, moi, j'ai fait l'accompagnement de l'équipe. Je sais bien comment ça s'est passé. J'étais là quand ça s'est passé. Moi, je suis responsable de rien. Juste le prof qui donne quelques avis. C'est tout. Il constatait que, quand même, depuis 2021, l'âge moyen de l'acheteuse de Chanel 5 était en train de barrer. Alors, même si on gagne 3 mois de vie par an,
ça se passait mal. C'est-à-dire qu'il risquait de mourir avec ses clientes. Quand vous avez un âge moyen qui commence à partir, 40, 50, 60, ça veut dire que le parfum décroche. Il n'y a pas le renouvellement générationnel. Et les petites jeunes, elles allaient sur Nisso Miyoke, enfin tout un tas de trucs plus branchouilles, parce qu'elles avaient vu Chanel 5 sur leur grand-mère, sur leur mère. Elles, ça faisait du mal à le voir, le parfum de la jeunesse. Donc, alerte générale chez Chanel, le parfum culte, dont le chiffre d'affaires est secret, mais considérable. On dit qu'il faut le repositionner. Alors, comment toucher à Chanel 5 ? Parfum culte sans changer le fait que ce soit Chanel, sans changer la composition, sans rien changer, tout en changeant tout. Pour attirer les petites jeunes, qui sont clés, parce qu'au moment où elles deviennent adolescentes et qu'elles vont plus, si elles prennent un parfum, elles risquent de le garder après et elles ne rejoindront pas la corde. Alors je vous montre Chanel 5, vous voyez à la fin de la guerre, les soldats américains qui font la queue rue Cambon pour acheter du Chanel 5 avant de repartir aux États-Unis. Hein, alors vous voyez ici toutes ces actrices, Carole Bouquet, etc., enfin... Ces grandes actrices, le problème, c'est que les adolescentes ne se retrouvent pas tellement dans des femmes arrivées qui ont entre 35 et 50 ans. Carole Bouquet, c'est froide, les trucs, enfin, c'est pas l'adolescente. Hein. Ici, vous voyez Nicole Kidman, hein, typiquement avec numéro 5, dans ce positionnement. Et vous voyez, dans une revue de Los Angeles, les trucs, Nicole Kidman, la nouvelle star numéro 1, pourquoi ? Parce qu'elle devient l'égérie de Chanel. Donc, dialogue comme ça avec les leaders, mais les jeunes filles d'aujourd'hui ont du mal à se reconnaître dans des stars internationales. D'où l'opération Petit Chaperon Rouge. Hein, alors ça, c'est très intéressant. Ici, vous voyez le Petit Chaperon Rouge. Alors là, vous voyez le Petit Chaperon Rouge, c'est Stella Warren, championne du monde de natation, donc un peu grande, poussée en graines, hein, qui va symboliser. Pourquoi le Petit Chaperon Rouge ? Alors ça, c'était la porteuse cherchée pour toucher le monde entier. L'histoire la plus connue au monde, c'est le Petit Chaperon Rouge. Tout le monde sait, le Petit Chaperon Rouge, le loup, la grand-mère, les chasseurs, impeccable. Vous montrez le Petit Chaperon Rouge, vous gardez déjà 10 secondes de pub. Il n'y a pas besoin de raconter l'histoire, tout le monde est au courant. Quel est l'objectif ? Shooter la grand-mère, remplacée par le Petit Chaperon Rouge, sous les yeux ébahis du loup. Bon, ça paraît rien, mais c'est une porteuse comme en communication, vous avez besoin d'une onde qui porte la truc. Donc le choix a été fait sur le Petit Chaperon Rouge pour qu'il soit là. Et donc ici, alors l'équipe projet, j'ai jamais vu une équipe projet comme ça. Luc Besson, donc un des plus grands cinéastes chargé de la mise en scène. Stella Warren, championne du monde de natation. Jamais quelqu'un du parfum qui est allé vers le sport. Le sport, ça sent la sueur, tout ça, c'est jamais. Il faut des jeunes filles maigrichonnes qui défilent en faisant la gueule, mais pas une sportive qui arrive comme ça. Là, pour la première fois, ils font le saut d'une grande sportive qui n'est pas du tout le look habituel. C'est venu, mais c'est tout récent. C'était la première fois que c'est une sportive. Au niveau du storyboard, Manara. Vous connaissez la BD ? Vous aimez Manara. Attention, hein, c'est assez... c'est pas... Vous voyez le dessin de Manara, là. Hein, vous voyez Stella Warren à côté. C'est Manara qui a fait tout le storyboard. C'est la BD érotique par excellence. Chanel n'avait jamais flirté avec la BD érotique, avec les championnes de natation, avec Luc Besson, celui qui fait la musique, celui qui fait la musique du Grand Bleu. Hein, c'est rare, bon. Et les autres, pareil. Vous voyez, l'équipe projet. Enfin, comme c'est un produit qui pète plusieurs milliards, le repositionnement de Chanel 5 vers les jeunes, il fallait le faire bien. Alors ici, vous voyez les dessins de Manara, hein, vous voyez un petit peu. Tour Eiffel, clé, si c'est marqué Paris, c'est 5 $ de plus la bouteille, quoi qu'il arrive. Gros atout pour un parfum, Paris, ça, il faut être à Paris. 55% des marques de luxe sont parisiennes pour ça. Ici, vous avez le storyboard, comment ça va se passer, hein, en jouant. Alors, j'ai pas le lien sur la pub. Pareil, alors vis-à-vis des adolescentes, elles n'aiment pas le jaune. Jaune, elles trouvent que c'est pisseux, c'est comme si quand on fait des examens d'urine. Oh, ça démarre mal, quoi, le jaune. Oh. Et d'ailleurs, si vous voulez, Anaïs, ils ont une bouteille en alu pour ça. Et donc, il fallait passer du jaune sans changer le parfum. Et vous voyez, le Petit Chaperon Rouge derrière, ça vous donne une symphonie de jaune, orange et rouge à tomber par terre. Hein. Alors, dans la publicité, il y a ce nouveau, ça, c'est un petit diffuseur qui coûte 2,5 fois moins cher au litre ou au gramme que le Chanel numéro 5 vendu aux dames plus âgées, dans la bouteille classique. Alors, il est dans un sac, toutes les pubs ont été comme ça, c'est ce qu'on voit quand on passe à l'aéroport, vous savez. Bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui voyage, qui a un téléphone portable, qui a une plaquette de pilules, hein, voilà, donc c'est pas la ménagère de plus de 60 ans. Voyageuse, petit format, pub dans Mutine, machin, tout ce que vous voulez, hein,
petit container inconnu des personnes, parce qu'il fallait cibler le marketing, pas perdre les vieilles, au passage, parce que ça aurait été le pire des cas de figure. Or, les dames, elles mettaient du parfum derrière les oreilles, sous le bras, et là, au milieu du... Là, les petites jeunes, pas du tout. Elles sont dans une époque qui est d'une nature différente. Et puis, ils ont continué sur la ligne grande sportive. Ils ont découvert que maintenant, les jeunes filles étaient plus attirées par la sportive que par la mannequin. Elle, Gisèle Bündchen, c'est une championne aussi de natation de planche qui est à la fois brésilo-allemande. Donc elle a un look à la fois allemand et brésilien, qui sort et qui le soir est en robe là. Or, le repositionnement, je ne peux pas vous donner beaucoup d'éléments de plus. Tout a été travaillé. Le résultat est spectaculaire, puisqu'en 18 mois, l'âge moyen de la consommatrice de Chanel 5 a baissé de 18 ans. En 18 mois. Les pontes mondiaux du marketing avaient dit c'est impossible. C'est-à-dire qu'ils ont été rattrapés, la génération qui montait, avec alors la pub, vous voyez le petit chaperon rouge devant Paris illuminé, qui passe au milieu d'un ensemble d'or, parce qu'il y a le côté chair, jaune, etc. Le loup qui joue son rôle là, un chef-d'œuvre de repositionnement qui n'a pas touché la nature chimique du parfum. C'est du Chanel 5. Il y a bien un prix nettement plus bas pour les adolescentes, non perçu par les personnes plus âgées. Enfin, un chef-d'œuvre de réalisation. Mais là, vous êtes dans un des produits cultes mondiaux qu'il était impératif de repositionner. Sinon, le produit était parti, barré en ce qu'on veut, mais enfin, il décrochait. C'est juste pour montrer. Après, au-delà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on a beaucoup de respect pour Chanel. Je veux pas vous. Et revoyez un petit peu les publicités sur les flacons pour éviter le rouge, éviter le jaune et avoir cet effet venu en fait de ce monde que tout le monde connaît, qui sont maintenant la façon dans les aéroports de voir s'il y a des armes dans votre sac qui donnent ces couleurs un peu étranges, variées, qu'on fait varier pour voir s'il y a présence de métal et tout, avec le sac transparent avec 5 qui servait dans tous les canaux. Vous avez vu ça sur tous les kiosques de Paris, si vous voulez, et la réussite spectaculaire d'avoir réussi à repositionner Chanel 5 avec la société en 18 mois. Et ici, vous voyez aussi toujours ces dessins de Manara sur la gare de Limoges, où le dernier segment avait été tourné gare de Limoges. Donc, vous voyez, très structuré au niveau un respect absolu de la pensée de l'artiste sur le storyboard. Avec, je vous dis, ces artistes, vous avez un des plus grands metteurs en scène, avec quelqu'un qui est un des plus grands dans le storyboard, et sachant merveilleusement bien dessiner. Et donc, modernisation, aussi avec un look que vous voyez là, le 5 et truc, qui vient du monde très garage, très industrie, très, vous voyez, on aura un mardi sur les taggers, les graffeurs et très street art en fait, pour repositionner. Le risque pour Chanel, moi je participais, l'exercice ferait demain, toute la direction de Chanel l'a fait, les 90 dirigeants, pour se repositionner en phase avec le monde, pas servir juste les petites vieilles dans le 16e avec leur manteau de fourrure, leurs petites chaînettes, machin, avec les barres derrière, avec un sac avec des rayures à carreaux. De se dire, c'est pas ça le monde, donc on doit se repositionner. Alors Mario, je ne vais pas développer Mario. Alors le jeu vidéo le plus connu du monde, il s'en est vendu 525 millions d'exemplaires à travers le monde, ça reste le plus vendu, détrôné par Wii Sport en 2008, mais il est revenu au premier plan, c'est plus branché sur les jeunes. Alors, moi, j'ai analysé très en détail avec les Japonais le succès de Pokémon. Ici, l'arbre de compétences de Pokémon, c'est le jeu où il y a eu 5 années d'R&D. C'est le plus gros recherche-développement qui ait jamais été fait pour un jeu. Vous ne croyez pas que ça s'est fait comme ça. Il y a eu beaucoup de travail psychologique, sociologique, il y a eu au moins 100 thèses sur le Pokémon. La position de l'enfant, ce qu'il fait croître et tout ça avec les gens, avec les enfants, le besoin de collectionner, qui est très important pour se situer, le besoin de s'occuper, d'avoir un rôle comme il a son doudou là, avec les Pokémon, dresseurs de Pokémon, de les échanger dans la relation entre eux, de gagner des combats simples, de les attraper, jeux de rôle, échange électronique, communauté non accessible aux adultes, etc. Avec toute une série de personnes, Satoshi Chari, Kenshiro et Shigori Miyamoto. Donc celui qui définit les codes clés des Pokémon à partir des plaisirs d'enfants et du retour d'expérience des Tamagotchi et des POG. Et donc, ils ont fait un point avec plusieurs milliers d'enfants sur comment ils avaient passé le mieux les journées de pluie où ça n'allait pas. Ils ont dit ce qu'ils aimaient collectionner, ce qu'ils aimaient faire pour avoir quelque chose qui corresponde. Un des grands dessinateurs qui a dessiné tous les Pokémon pour qu'ils aient une unité. Un monstre sympathique Pokémon, ça veut dire Pocket Monster, monstre de poche. On veut des monstres mais qui ne fassent pas peur. C'est un petit peu se faire faussement peur.
Alors, le producteur, c'est pareil, c'est le producteur de Mario, qui avait pris le relais pour développer, hein, qui avait fait Kong, Zelda, Luigi, etc., le Spielberg des jeux vidéo. Et alors, l'idée des deux versions qui ont été refaites à l'infini, lune-soleil, argent-or, pour avoir cet aspect duel de communauté. Et puis Tsunekazu Ishihara, c'est une petite japonaise complètement excitée comme une puce, qui elle en a fait un phénomène de société. Extension du produit comme phénomène de société. Toutes les vitrines de la Fnac ont été changées pour l'arrivée du nouveau Pokémon, pour vous dire. Donc sur la Terre entière, pour avoir 3500 produits dérivés de Pokémon, des cartes, des films, des séries, du branding, de l'événement, succès sans précédent, donc lancement en 1996, 280 millions de jeux vendus en 20 ans, 3500 produits dérivés, renouveau complet avec Pokémon Go, lancé en 2016, application la plus chargée de l'Internet l'année dernière. Donc là, on est typiquement, les équipes de chez Nintendo sont extrêmement intéressantes à beaucoup de points de vue. Hein, et des produits cultes, DS, oui, j'ai pas mal travaillé sur la Wii. Avec l'effet qu'on appelle, in fine, on doit avoir l'effet qu'on appelle le wow effect. C'est-à-dire, si on a réussi le produit culte, quand les gens découvrent, alors vous voyez ici, au moment de la Wii, ça fait 110 milliards de chiffre d'affaires quand même. Hein, on n'est pas passe à la phase suivante, il y a la Switch, mais la Wii, 110 milliards de chiffre d'affaires. 5 années d'Airbus quand même, hein, pour vous donner une idée, hein, c'est pas de la roupie de Sansonnet. Ici, vous voyez une personne, c'est des photos de famille, pas de la mienne, qui reçoit le paquet. Voilà. Ça, c'est la démonstration d'un produit culte réussi. Voilà. Hein, j'en ai rêvé, Sony l'a fait, là c'est pas Sony, c'est Nintendo. Hein. Alors ici, vous voyez, au moment du plus grand succès de la Wii, vous voyez les profits et les pertes des fournisseurs de jeux vidéo, hein, au moment du lancement. Nintendo, 2,6 milliards de profits, Disney, 700, Konami, Sony, moins 1,5 milliard, Microsoft, moins 574 millions. Ils ont essayé de contrer, ils ne sont pas arrivés. Or, le lancement de la Nintendo Wii n'a coûté que moins de 600 millions, 560 millions de dollars. La Microsoft et Sony, c'est 5 milliards et 7 milliards. Parce que Nintendo a décidé de coopérer avec le monde entier, et c'est-à-dire qu'il a été intégrateur. Alors que Microsoft fait ses propres produits, Sony fait ses propres produits, et donc on est tout à fait dans les approches modernes, comme le iPhone. Hein, Apple ne fait pratiquement pas d'R&D, hein, il fait moins de 5% de son chiffre d'affaires en R&D, moins de 4% à vrai dire, alors que tous les autres électroniciens sont à plus de 20%. Mais lui, il va sélectionner de la terre entière ceux qui sont les meilleurs et les compositeurs. Il dit, moi, je ne peux pas avoir... Il y a 16 millions de chercheurs dans le monde, moi, si j'en ai 2000, enfin, ils ne feront pas le break. Et donc, il achète... ST Microélectronique fournit malheureusement moins en ce moment, ou Samsung est le premier fournisseur d'Apple. Donc ici, vous voyez le coût phénoménal que donne... il a fait, du coup, des réserves phénoménales. Alors, ce qui est intéressant, dans le cas de la Wii, hein, vous voyez où le leader mène la bataille terrible, c'était le produit le plus universel qu'il y ait eu pendant 5 ans, intergénérationnel. Il y a la grand-mère qui joue avec sa petite fille, hein, les vieux. Hein. Là, on avait remis un prix nous, à Nintendo pour ça. Ici, vous avez un enfant handicapé qui joue avec sa famille. Et l'infirmière disait, vous savez, quand les gens venaient, puisqu'il est gravement handicapé, à la fois psychologique et physique, les gens viennent, ils rendent visite, tout le monde fait la gueule, on ne sait pas quoi faire, on attend que ça se passe parce qu'on n'a rien à faire. Et là, il a dit, en 5 ans, je n'avais jamais vu rigoler, quoi. Et là, ils jouent ensemble, et tout à l'heure, vous avez pris un produit qui est, quand on dit pour tous, hein, qui est un lieu de rencontre exceptionnel, Hein, et alors, je ne vais pas vous refaire, ça peut passer. Et retour, premier plan, Pokémon Go, hein, qui du coup a relancé toute la filière Pokémon, 500 millions de téléchargements en 3 mois, hein, qui est revenu. Donc, chez Nintendo, c'est ici, en plus, la synthèse dialectique d'une opposition logique. La Wii, ça a été à la fois, pendant 3 ans, le jeu vidéo le plus vendu et l'équipement de sport le plus vendu. Alors on disait, mais arrête de jouer à tes jeux vidéo, putain, sors faire du sport, quoi. Tu vas grossir devant ton ordinateur, quoi. C'est pas possible. On avait vu, vous avez dit, en Californie, on dit, si t'es pas gros, t'es pas un vrai informaticien. Hein, parce que normalement, tu passes tes nuits assis, tu bois du coca, donc si t'es pas gros, j'y crois pas. Et donc, enfin, c'est un mythe californien, si vous voulez. Là, c'est un jeu qui était... Alors ici, vous voyez un centre de sport à San Francisco, fitness center avec toutes les Wii. Alors réussir à faire d'un jeu vidéo le premier produit de sport, au point que même Decathlon a dit mais c'est un risque énorme cette histoire-là, parce qu'en fait ça fait des choses pour la danse, etc. Là vous avez la synthèse dialectique
parfaite d'une opposition logique. Un Nintendo Switch, alors ça a bien démarré. Il y a 15 jours, on était au record de vente à travers le monde pour une nouvelle plateforme. 105 000 vendus la première semaine, lancement record, Switch supérieur à celle de n'importe quelle autre console Nintendo en Europe, mais aussi n'importe quelle autre console tout court en France, je n'ai pas encore les chiffres mondiaux, mais il récèle le lancement d'un produit culte. Alors très longue préparation, mais au moment où l'équipe démarre, et puis accord avec Apple, 70 trucs, c'est-à-dire que les jeux Mario et les jeux du Nintendo sont directement dans l'iOS d'Apple, ce qui donne une position, c'est-à-dire le leader mondial des smartphones s'allie avec le leader mondial des jeux vidéo pour faire un duo qui verrouille le système. Et ici, je vous montre, je vais garder mon côté analyste, c'était le 11 mai, donc la semaine dernière, voir un peu l'évolution de l'action Nintendo au cours de 6 ans, parce que vous êtes dans des grands groupes, on regarde toujours. Vous voyez ici l'arrivée de Pokémon Go qui, bang, booste l'action. Alors, c'est l'effet immédiat, et ça retombe, mais ça ne retombe pas en dessous, c'est l'effet de lancement, si vous voulez. Certains ont dit, Pokémon, vont dire, oui, mais attention, il n'aura pas tous les trucs. L'accord avec Apple, ici, on ne parle plus trop de Pokémon Go, qui se stabilise, ça reste le jeu le plus joué, mais on n'est plus dans les volumes du lancement initial. Et puis la montée, et ici, la sortie de Switch, et le bon décollage de Switch. Donc, le rôle clé que joue le lancement de produits cultes pour une grande entreprise de cette taille-là. Il faut relancer régulièrement la légende, et beaucoup de groupes disent qu'il faut des gens qui soient capables de relancer la légende de la maison. Et je terminerai sur League of Legends, je n'en dirai pas trop de choses, je sais pas combien. Est-ce qu'il y en a qui jouent à League of Legends là, non? Alors, produit très générationnel, un tiers des ados dans le monde jouent à League of Legends. 99% des adultes ne savent pas ce que c'est. Donc, on est dans un truc très générationnel. C'est post-Macron. Macron, il n'a pas connu League of Legends. Il est génération Pokémon. Mais il arrive quelque chose. Alors, League of Legends, c'est en fait le jeu le plus joué dans le monde, qui soit de type MOBA. Alors, je vous donne juste un élément, parce que vous êtes dans ce monde-là. Alors, MMOG et MMO, ça veut dire Massively Multiplayer Online Games, c'est-à-dire des jeux où vous vous retrouvez massivement beaucoup d'acteurs sur la Terre entière. C'est un jeu global. Or, on est en période de globalisation et de digitalisation, signifiant jeu en ligne massivement multijoueur. Donc, on définit par 3 critères cumulatifs, accessible uniquement en ligne sur Internet, doté d'un univers persistant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la Terre entière. Vous pouvez rentrer, ouvert à plus de 128 joueurs simultanés sur une même plateforme. D'où, en deçà, on considère que ce n'est pas multijoueur. Moi, j'ai un ado qui joue à League of Legends, mais il n'est pas le seul. En France, 2 tiers ont joué à League of Legends. Mais il joue contre avec un Coréen, un Allemand, un Américain, en temps réel, sur le web. C'est un langage. Alors, classique accueille traditionnellement quelques milliers de joueurs par serveur, joue dans un monde virtuel, imaginaire inspiré de la réalité. Le joueur se connecte par le biais d'un avatar qui le représente. Le jeu est totalement gratuit, on va voir. Et pourtant, il fait 1 milliard de chiffre d'affaires, plus pratiquement tous les 2 mois. MOBA, ça va un petit peu plus loin, c'est ce qu'on appelle Multiplayer Online Battle Arena, c'est-à-dire c'est une zone où va se placer le point. Dans Pokémon Go, on a une arena qui est le monde réel. On va avoir connexion des deux. Combat d'arène multijoueur en ligne. Alors, quand on dit arena, vous savez, il va s'ouvrir à Paris la plus grande arena du monde, qui est U Arena, juste derrière la Défense. Oui, il démarre avec les Stones, t'as vu? Ah oui, tiens, il faut avoir des billets, tant que j'y pense. Ouais. Faut qu'on remonte la filière, parce que bon. Et donc, c'est à la fois, vous aurez des matchs de rugby complets, 40 000 personnes, c'est le plus grand aréna du monde. On explose 3 fois ce que fait Bercy, et on s'interroge sur le fait que ça puisse fonctionner. Et sans accueillir les jeux comme League of Legends, c'est impossible de l'amortir. On va voir. Et donc, arène en ligne, mais on verra, c'est passé de en ligne à point. MOBA, un nouveau jeu en ligne qui fait une apparition avec Dota. Chaque joueur incarne un héros dispensant des pouvoirs au sein d'une équipe. Communication, coordination primordiale, c'est à 5 contre 5. Les parties s'opposent dans des jeux de stratégie. 5 contre 5. Alors, il faut savoir que c'est le jeu le plus complexe qu'il y ait au niveau mondial. Au point que, moi je suis à l'Académie française des technos, l'Académie chinoise, Chinese Academy of Engineering and Technology, elle a une équipe League of Legends. Moi je vois mal notre Académie avoir une équipe League of Legends, vu la moyenne d'âge des gens qu'on a. Et puis les grands, Intel a une équipe, Microsoft a une équipe, Le Monde a demandé qu'il y ait une équipe nationale française. On va voir l'ampleur. Dans les échecs, vous jouez 1 contre 1 avec très peu
très peu de joueurs, vous avez des pions, chacun a ses règles. Là, vous jouez à 5 contre 5 temps réel, jamais existé, avec un nombre d'acteurs qui peut être de 128, dans lesquels vous sélectionnez, ils ont chacun des pouvoirs différents, avec des zones différentes, donc c'est d'une complexité extrême. Ici, vous voyez la finale de League of Legends il y a 2 ans, hein, le plus grand stade de Corée. Hein, les League of Legends avaient demandé le Stade de France pendant 12 jours pour faire la finale mondiale. Le Stade de France a dit personne ne demande le Stade de France 12 jours. Comme ce n'est pas une équipe française qui a gagné, ils ne pouvaient pas avoir la finale, mais ils cherchaient un lieu pour être 12 jours pour ça. Alors je vous montre la vitesse à laquelle ça a décollé. Première saison, hein, 2011, 100 personnes, vous voyez les petites feutrines sur les tables, un peu comme ici, hein, voilà, première séance. Saison 2, ils étaient déjà 1200. Saison 3, je suis dans les 10 000. Saison 4, 40 000. Et puis en ligne, je vais vous dire combien il y en avait. Ah non, ça n'est pas marqué là. Il devait être à 20 millions en ligne, en plus. Hein. Vous voyez l'activité League of Legends par rapport à tous les autres jeux qui sont là, Dota et autres. Nombre d'utilisateurs, 94 millions, hein, ciblés sur les ados. Voilà, vous voyez la finale, 32 millions de personnes ont suivi en ligne, en plus d'une gigantesque arena où vous avez les acteurs qui jouent. Et vous voyez, on discutait par exemple avec des mutuelles, les gens Groupama, on dit si on veut toucher les jeunes, on a un bateau sur la mer, on fait le Vendée Globe, on dit mais ça touche les quarantenaires, ça ne va pas toucher, vous ne toucherez pas les 12-18 ans. Si vous voulez toucher les 12-18 ans, il faut avoir une équipe League of Legends. Ou il faut avoir quelque chose qui est de cette nature-là. Si vous voulez les trouver, là, ils seront tous là. Ils vont moins si... Voilà, World Champion coréen, 40 000 attendees. Et là, vous le voyez au Zénith de Paris. On n'a pas de salle assez grande actuellement, donc la U Arena espère vivre pour au moins un tiers de matchs rugby, foot, sous couvert, hein, donc on est dans des stades gigantesques, hein, un tiers avec des gens comme les Rolling Stones ou d'autres, voire faire 2 spectacles en même temps, coupant la salle avec des effets spéciaux, c'est la salle la plus moderne du monde, et puis c'est ce type de finale. Ici, vous voyez les joueurs qui sont... Alors, on peut comparer quelque chose qui se trouve entre pilote de Formule 1, sport d'équipe, échec à la puissance 25, si vous voulez. Alors, aux États-Unis... Toute personne qui est dans les 0,5% meilleurs de League of Legends a automatiquement un visa et peut faire une université américaine gratuitement. Pour vous donner une idée. La France s'est alignée sur le visa automatique et sur le fait d'avoir des équipes nationales qui puissent recevoir. On avait reçu une joueuse l'autre jour, au mardi de l'innovation. Elle n'est pas sur League of Legends, elle est sur des combats individuels, elle est championne du monde. Mais donc c'est un monde nouveau. Mais alors vous voyez ici, vous voyez les équipes, vous avez vu les gamins, la tête qu'ils ont, c'est l'équipe coréenne qui est championne du monde. C'est des crânes d'œufs. Hein, alors, quand vous parlez avec les professeurs, moi je suis prof de maths, de physique, je vous dis, au niveau logique, il n'y a rien qui est supérieur. Et en plus, ils se coordonnent à 5 temps réel, ce qui fait qu'il faut avoir des mots directs, puisque vous êtes 5 contre 5, ça n'a jamais existé en temps réel. Or, les entreprises cherchant des gens qui savent mener des équipes, temps réel, pour elles, c'est le nirvana. Donc, être grand sur League of Legends, mais passer les 5% de meilleurs, c'est très difficile. Et vous voyez l'équipement qu'il y a. Vous pouvez regarder sur le web la finale de League of Legends en Corée, vous verrez l'ouverture de la finale, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques un peu plus élaborée. Tellement ça a pris une dimension gigantesque, puisque quand ça se joue, c'est comme si vous aviez tous les gens qui suivent le Super Bowl, tous les gens qui suivent la finale de baseball américaine, tous les gens qui regardent Game of Thrones, et les 3 autres feuilletons les plus regardés. Donc pour vous donner l'ampleur. Or, tout ça est ciblé sur 5 ans. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et c'est pas pour rien qu'LVMH a fait venir le numéro 7 d'Apple pour relancer les trucs, c'est-à-dire comment je me situe dans ce monde-là. Donc sachez qu'il y a un monde qui naît en parallèle de nous, sur lequel il faut avoir un... Alors qu'est-ce qui fait le succès? Alors multidimensionnel. Alors il est totalement global, les tout premiers globaux d'emblée, international, interculturel. Alors il y en a des parents, quand j'ai montré ça dans différentes communautés, ils me disaient, mais vous n'allez quand même pas les pousser à faire du jeu vidéo. Ils me disent, ah oui, mais c'est... Alors elle dit, mais je peux le laisser au jeu vidéo. Je dis, ça dépend, c'est quoi? Si c'est Candy Crunch, je ne garantis pas que ça va améliorer significativement son niveau de logique et de mathématiques, ni Angry Birds, enfin à voir, hein, mais c'est pas... Connecté, instantané, permanent, donc on est sur ces plateformes globales, gratuit. Alors gratuit, comment est-ce qu'il peut être gratuit et générer autant de thunes? Et gratuit, il est réellement gratuit. C'est-à-dire qu'un petit Indien pauvre, sous réserve qu'il ait un accès au débit, mais il y a des points au débit pour pouvoir jouer dans les pays comme l'Inde, c'est un préjeu qui s'appelle Pay for Aesthetics.
Ça veut dire quoi, Pay for Aesthetics? On peut jouer et être leader mondial. Par contre, si tu veux un équipage, par exemple ça, c'est un des acteurs, c'est pas juste une règle, elle s'appelle H. Hein, c'est la star de League of Legends. Là, c'est H. Il y en a qui arrivent et disent, vous avez vos propres personnages, vous voyez, elle est vachement élaborée. Donc vous payez uniquement pour l'esthétique. Vous voulez un équipage, comme il y avait chez les chevaliers, si vous voulez une bannière, vous voulez des choses, donc on paie. C'est un jeu d'esthétique. Puisque le reste, il doit rester gratuit par principe. Or, vous avez vu, il fait de la thune. Hein. Gratuit, donc Pay for Aesthetics, 80% des joueurs n'ont jamais rien payé. Et les leaders, généralement, ne paient pas. D'ailleurs, ils sont payés par des entreprises pour jouer. Stratégie d'équipe, 2 à 5, mais l'équipe de base, elle est de 5, permanente, occasionnelle, opportuniste. Vous jouez jamais avec les mêmes gens. Vous donnez votre niveau, et puis vous avez, par exemple, beaucoup les jeunes Français aiment bien jouer avec les Allemands. Parce qu'ils sont très structurés. Et les Allemands hésitent. On dit, t'es français, mais t'es bon. Enfin, oui, Alors, ils parlent anglais, en plus, ça les arrange. Donc, vous pouvez parler un peu toutes les langues. Valeurs communes, code de respect. Alors, extrêmement, c'est League of Legends, code de respect, solidarité. Par exemple, j'ai un copain de mon fils, un petit Chinois, et je lui dis, tiens, tu vas jouer avec eux ce week-end? Il me dit, non, je suis puni. J'ai 15 jours où je ne peux pas jouer pour acharnement verbal. C'est-à-dire qu'il s'est laissé aller à dire, t'es con, machin, tout ça, schlack. Ça s'appelle ça acharnement verbal. Vous injuriez celui qui est en face, vous avez des mots qui ne devraient pas être utilisés, bang! 15 jours, vous ne pouvez pas faire. Hein. Non-communication, vous avez joué perso alors que c'est une équipe. Vous avez menti sur votre niveau. Et donc, vous avez imposé à des gens qui avaient un niveau supérieur, vous qui ne l'étiez pas, donc inexpérimentation par rapport au reste. Abandon en cours de partie, quand vous démarrez, vous la terminez. Sinon, impossible de mener un truc, vous êtes à 5, vous vous retrouvez avec un creux. Et donc, si vous avez des ados qui disent, il veut dire, je sais pas, tu dis, en moyenne, ça dure 20 minutes, jamais plus de 35. Donc on dit, quand tu as fini cette partie-là, t'arrêtes. Si vous l'arrêtez au milieu, il vous saute à la gorge. Parce que lui, il dit, mais moi, je vais être puni sur tous les réseaux. Donc tu démarres, c'est un peu comme tu démarres un match de foot, ou tu démarres un match de tennis, tu vas jusqu'au bout. Rituel, lieu de célébration, puisque c'est devenu le plus grand rassemblement du monde physique. Ils veulent le Stade de France pendant des plombes. Ils veulent, c'est des rassemblements gigantesques. Il est très difficile d'avoir des parties. Je voulais y aller avec d'autres personnes de l'académie, mais c'était au mois de février, c'était pour les finales européennes de septembre. 20 minutes après l'ouverture des il n'y avait plus de place, donc faut passer la nuit devant, c'est pour ça. Monde virtuel imaginaire, légendes, personnages, graphismes très élaborés. Alors, multiples synthèses dialectiques d'opposition logique. C'est un jeu, mais c'est un sport, c'est reconnu comme sport. Il va être aux Jeux Olympiques dans le prochain coup en expérimentation. Les gens sortent vannés. On pourrait dire, oui, mais ils sont assis, ils jouent. Ben, dans une Formule 1, tu es assis, tu es un volant aussi, hein, si on prend comme ça. C'est pas si simple. C'est un jeu de stratégie les plus élaborés, mais c'est une équipe. Or, il n'y a pas de stratégie d'équipe, disent la plupart des gens. Le joueur comment dirais-je, d'échecs, il est seul. C'est le truc. Là, ils sont à 5. Et ça amène à des communications inattendues. C'est dans un clin d'œil, c'est quelques mots, ils doivent être cohérents. C'est à la fois c'est permanent, et c'est des grands événements. Donc on dit c'est permanent, c'est des événements, ben c'est les deux. Complexité intellectuelle, tiens, il manque les deux. Complexité intellectuelle, oui, tous les grands scientifiques. Stanford a été le premier à dire je prends les gens gratuitement s'ils sont dans les meilleurs, comme il prenait les gens qui étaient bons en équipe de basket ou de je ne sais pas quoi. Hein, mais c'est très ludique. Générationnel élargi, les gosses commencent à jouer vraiment à partir de 7 ans. Hein. Généralement, c'est des gens qui ont joué au Pokémon, qui est déjà très très complexe comme jeu, d'une extrême complexité. À 30 plus, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de vieux là-dedans, puisque c'est tout récent. Ça fait que 5 ans que ça a décollé. Et donc, on va voir s'ils vont continuer à jouer en ayant 25 ou 30 ans, ce que l'on ne sait pas. Stimulation intellectuelle idéale, point d'interrogation. Donc, vous voyez ici, c'est l'arrivée d'un nouveau produit culte qui bat tout. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale en disant « mais la France est larguée, comment ça se fait ?» Parce que la deuxième année, la France a gagné. Vous voyez, mais personne n'est tout courant. Le Monde n'avait jamais fait un article là-dessus. L'Académie n'était pas interpellée sur League of Legends. Est-ce que c'est l'école intellectuelle logique du futur? Voilà, pour vous montrer, on va arriver dans ce monde-là. Dans ce cas-là, il faut des conseillers qui soient plus jeunes. Parce que c'est très difficile d'avoir des gens qui soient au point sur ce genre de choses. Maintenant, tout le monde veut prendre des positions. Le PSG a immédiatement, l'année dernière, ouvert tous les e-sports
et notamment une équipe League of Legends, et acheté la peau du cul d'autres en disant on ne pourra pas vivre sans le e-sport. Et en plus, on ne pourra pas remplir nos stades, puisqu'on abaisse des gens qui participent au stade. Moi, je forme des gens pour les fédérations sportives, à la fois football, etc., le comité olympique. La question e-sport, elle est en première ligne aujourd'hui. Et la liaison entre e-sport et sport réel. Parce que jouer à FIFA, c'est une blague, c'est du foot, c'est du baby-foot virtuel. Là, on est dans quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est un ovni. Les gens qui ont conçu ça sont à un niveau extrêmement élaboré. Et puis je finis sur 2, mais juste pour la mémoire. Hein. Aspirine, là, ok, on est sur un truc petit, 100 milliards par an, 13 aspirines par habitant de la Terre par an. Hein, alors qu'il était conçu en 1897, aujourd'hui, c'est toujours le médicament le plus vendu du monde, alors que c'était le premier créé. La formule est d'une simplicité biblique, vous l'avez ici, acide carboxylique à fonction ester. Hein. En anglais, ça se dit aspiricarboti, machin, c'est pour ça. Et le in, c'était pour faire in tendance, pour info. Hein. Je me procure les dossiers. C'était une époque très... Il fallait être in et pas out. Donc aspire, in, c'est bon, ça paraît rigolo, mais c'est comme ça. Il y a le rôle de la pub. Donc, vous voyez, le médicament énorme, vous voyez ici 2 personnes à côté, ça a fait la fortune absolue de Bayer. Alors sachez qu'après la guerre de 14, les Allemands avaient perdu la guerre. La France, en compensation de guerre, a demandé que 70 innovations, elle a choisi en Allemagne, devenaient des innovations françaises. L'aspirine les droits devenaient français en réparation. Et c'est Usine du Rhône, aspirine, qui a récupéré les droits. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a rendu ce qui était absurde de dire non, maintenant on dira que c'est nous qui l'avons inventé. On ne refait pas l'histoire quand même. Bon, qu'on leur pique la thune, c'est possible, mais dire que c'est nous qui l'avons inventé, c'était quand même un peu gros. Et donc, oui, c'était dans le traité assez humiliant d'ailleurs, du traité de Versailles. Et donc c'est revenu, tout le monde en fait, parce que maintenant les droits sont publics, mais Bayer reste le fabricant leader mondial. Là, vous avez un produit parfaitement bien fait, très simple. Extrêmement élaboré, je dis très violent, qui reste encore aujourd'hui le meilleur produit pour ne pas avoir un AVC, etc. Je passe aussi pour... et puis BIC, alors BIC c'est le produit culte, c'est le produit le plus vendu dans le monde après les comment on appelle ça, les transistors, mais les transistors c'est pas une marque. Donc produit tellement culte. Alors, Bic était venu nous faire une présentation pour le club, hein, où ils en étaient. Alors, sachez que quand Philips a lancé sa cassette, vous êtes trop jeune, personne n'a connu les cassettes ici. Si, un peu. Ah, quand même. Non, mais je vous blague. Il y avait juste un problème sur la cassette, c'est que si on voulait que ça puisse être tourné dans les 2 sens, on ne pouvait pas avoir un tenseur qui fait, et donc elle pouvait se débobiner. Vous avez vu comment ça faisait, hein, ça filait là. Et donc il fallait pouvoir la rembobiner, c'était vraiment le défaut, mais ils n'avaient pas réussi à le régler. Et ils voulaient quelque chose qui permette de le rembobiner, quoi qu'il en soit, où qu'on soit, ils l'ont aligné sur le Bic cristal, en disant il y en a partout. Vous êtes sûr que dans n'importe quelle maison ou dans n'importe quel bureau, vous avez un Bic à 8 pans, et donc c'est pas mis sur une clé, il est mis sur le Bic, vous pouvez tourner comme ça avec votre stylo. Et donc ils sont appuyés sur un produit culte pour positionner un autre produit culte. Hein. Ils lancent la cahier définit système d'entraînement à partir du stylo Bic standard à section hexagonale, objet manufacturé le plus usuel dans le monde pour permettre un rembobinage manuel permettant de retendre la bande magnétique en cas de besoin. Donc vous voyez là, vous appuyez sur un autre, ce qui n'est pas idiot comme ça. Quand on avait eu le patron de commandant, celui qui fait les terminaux de paiement là, Génico, il nous avait expliqué qu'il s'appuyait toujours sur les produits cultes. Il dit les terminaux de paiement, c'est quelques millions. On ne va pas faire. Donc moi, si on sort l'ADS, vous pouvez l'utiliser comme terminaux de paiement. Immédiatement, on fait un complément software qui peut l'utiliser, ou le iPhone, ou n'importe quoi. Donc je m'appuie sur ce qui fonctionne. Il y en a qui ont un terminal dans leur boutique, mais ce n'est pas ça qui fait le gros de l'utilisation. Je m'appuie sur un autre produit culte. Et là, donc, vous avez une liaison inattendue, si vous voulez, entre le monde du crayon et le monde de l'électronique pour s'appuyer. Voilà.